Bonjour, voilà, je me présente, je suis Anne-Lise Ullmann. Je suis enseignante au CNAM sur les questions de travail et de formation, plus exactement des liens entre le travail et la formation. Donc, je me propose aujourd'hui de venir vous parler de la question des compétences et notamment pour reprendre le titre de votre séminaire, se former pour valoriser la compétence. Alors, j'aborderai les choses en 3 points. D'abord, je ferai un point rapide sur ce que l'on entend par compétence. Je continuerai sur une question qui est très importante quand on parle de compétences et de formation, qui est la situation de travail. Et je terminerai sur la question des référentiels qui nous permettent finalement d'essayer d'évaluer le travail. Alors, cette conférence, elle se fait un peu en 2 temps. Je vous présente maintenant les points qui me paraissent importants, en faisant l'hypothèse que ça répondra peut-être aux questions qui sont les vôtres, mais peut-être pas forcément, et dans un deuxième temps, de prendre un petit temps en direct, un peu entre 2 cours, donc un peu compliqué, où je pourrais répondre à vos questions. Donc, dans un premier temps, démarrons par la notion de compétence. Alors, la notion de compétence, ça paraît comme ça une évidence, et pourtant, ça n'en est vraiment pas une. Alors, c'est une évidence parce que tout le monde l'emploie. Si vous regardez l'écriture de la nouvelle loi de 2018 sur la formation, 118 occurrences du mot compétence. Et si vous êtes comme moi un peu pointilleux sur le sens des mots, vous verrez que les termes, les usages, les sens qui sont donnés à ce mot varient du tout au tout au cours de cette loi, ce qui fait que ça ne la rend pas très clair toujours. Donc là, on va essayer d'y voir clair sur la notion de compétence. Alors, dans un premier temps, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un terme complexe qui a une histoire un peu atypique en sciences sociales. Ce qu'on appelle une histoire atypique, c'est que dans un premier temps, la compétence, elle était plutôt revendiquée par les ouvriers qui se plaignaient dans leurs revendications que les patrons payent la qualification, mais ne payent pas la compétence. C'est-à-dire que c'était le monde ouvrier qui revendiquait la compétence parce que elle était pour eux, elle se substituait pour eux à une qualification, à un diplôme qu'ils n'avaient pu obtenir pour de multiples raisons, mais notamment surtout des raisons de mobilisation de guerre. Et donc, dans la période du plein emploi, beaucoup d'ouvriers avaient des fonctions au sein de leurs organisations, mais ils étaient rémunérés selon les grilles Parodi-Croizat, donc c'était des grilles qui étaient déterminées par le diplôme. Et donc, c'est pour ça qu'ils revendiquaient la compétence pour sortir du carcan que pouvait être le diplôme pour leur rémunération. Et puis les temps changent, et aujourd'hui on a plutôt des personnes qui sont très formées, qui ont beaucoup de diplômes, et en même temps on n'a plus le plein emploi, et du coup le mot s'inverse, la compétence est plutôt revendiquée par le monde managérial, par ce qu'on appelle l'encadrement, et qui eux disent qu'on n'a pas besoin de gens qualifiés, mais on a plutôt besoin de gens compétents. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça se retourne et la compétence devient à ce moment-là un objet un peu, comme dans le monde ouvrier, un objet hors du diplôme, mais en même temps un objet rare, alors que le diplôme est un objet commun, alors que c'était au début du siècle l'inverse, c'était le diplôme qui était l'objet rare et la compétence qui était l'objet partagé. Donc là, on voit bien que le mot a un sens un peu flou, mais par contre, ce qu'on peut repérer de systématique, c'est que compétences et qualifications ne sont pas similaires. La qualification renverrait plutôt au diplôme, à la certification aujourd'hui, alors que la compétence serait quelque chose de plus individuel, mais encore que, on verra que ce n'est pas seulement le cas, en tous les cas plus individuel, mais acquis de manière personnelle et non pas collective. Donc, on voit bien que la compétence, elle individualise, plus qu'elle collectivise, et que c'est quand même cette dimension individuelle qui attire beaucoup aujourd'hui dans le monde du travail. Pourtant, le mot attire, tout le monde dit qu'il faut être compétent, qu'on a besoin de compétences, que les gens sont compétents les plus importants, mais en même temps, le sens que l'on donne, si on est précis au mot, n'est pas si clair que ça. Qu'entendre par un professionnel compétent, eh bien, c'est quand même une question, et je suppose que si je vous la posais à chacun, il y aurait des réponses très différentes. Alors, des réponses très différentes, parce que selon son histoire,
parce que selon sa place dans le processus de travail, on ne porte pas le même point de vue sur la question. Donc, ce que l'on peut tout de suite repérer, c'est que le terme fait intervenir une notion de jugement. On dira d'ailleurs qu'il y a un jugement de compétence. Mais dès qu'on fait intervenir le terme de jugement, on s'interroge sur qui juge de la compétence. Alors, mettons-nous dans le travail. Est-ce que c'est les pairs? Et à ce moment-là, on dira que c'est un jugement de beauté. Les pairs, entre eux, jugent de la compétence de leurs collègues. On parle de jugement de beauté. Et puis, est-ce que c'est la hiérarchie? Et à ce moment-là, on parlera plutôt de jugement d'utilité. Donc, il y a deux sortes de jugements que l'on peut porter et qui relèvent de la compétence. Il y a le jugement de beauté et le jugement d'utilité. On voit bien que la notion est floue, que selon donc la place que vous allez tenir dans le process de travail, la notion de compétence ne sera pas la même. Dans votre activité professionnelle, c'est facile de le repérer. Vos élèves, selon la place qu'ils tiennent dans le process de travail, ils vont plutôt avoir un certain point de vue sur votre manière d'enseigner. Ils vont vous juger plus ou moins compétents. Vous allez vous les juger plus ou moins compétents. Mais entre eux et entre vos collègues, la manière dont vous portez les jugements les uns sur les autres ne sont pas les mêmes. Et c'est bien légitime parce que la manière de regarder tient à la place que l'on tient dans le process de travail. Donc, qui dit compétence dit jugement. Et ce jugement pose la question de légitimité de celui qui pose ce jugement. C'est pour ça d'ailleurs que dans les entreprises, où à un moment donné, il y avait le désir de supplanter les grilles de classification par des grilles compétences, et que cette idée a été finalement peu mise en place, parce que se posait la question de qui était légitime pour juger de la qualité du travail. Alors, donc on pourrait dire que pendant très longtemps, d'ailleurs pendant un certain nombre d'années, l'idée qu'on se passerait de compétences a été une idée très répandue, et encore maintenant, il y a un certain nombre de personnes qui disent « je ne veux pas entendre parler de compétences, voilà, je préfère le mot qualification, je préfère le mot capacité, je ne veux pas compétences ». Alors de mon point de vue, je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée que de supprimer. On va dire que le terme il est encombrant, il est difficile, il est polysémique, mais il est nécessaire. Il est nécessaire parce que si on en reste à la qualification, ça veut dire qu'on fait l'hypothèse que seuls les savoirs disciplinaires qui donnent lieu à l'accès au diplôme et à la qualification sont nécessaires pour faire le travail. Or, ça n'est pas vrai. On sait très bien, et tout le monde le sait, que des personnes qui n'ont pas forcément les savoirs peuvent être des personnes extrêmement efficaces et donc compétentes dans leur domaine. Et on sait aussi que des personnes très savantes peuvent être tout à fait inopérantes dans un certain nombre de travail. Donc, de supprimer le terme de compétence au profit simplement de la qualification n'est pas une bonne idée, même si le mot compétence est encombrant. Si on essaye d'aller un tout petit peu plus loin sur comment est-ce qu'on peut essayer de faire avec ce terme. Alors, ça nécessite, en tous les cas, de questionner les finalités du travail. C'est-à-dire que pour juger de la compétence, il faut quand même se poser la question de la finalité même du travail. Prenons votre exemple, les compétences d'un enseignant aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles d'hier. Ce qui est attendu en 2021 n'est pas similaire à ce qui était attendu en 1950 pour un enseignant. Ça veut dire que la finalité de ce que vous faites a changé, c'est-à-dire n'est plus la même, mais ça veut dire qu'on ne peut juger de votre compétence qu'au regard des finalités qui sont visées dans votre activité. Alors vous voyez bien là qu'on se trouve à un tournant compliqué, parce que les finalités, il peut y en avoir plusieurs, et on peut les hiérarchiser de manière différente. Et donc, c'est ce qui fait d'ailleurs débat sûrement entre vous, entre ceux qui estiment que la finalité pour vous, c'est que les élèves aient leurs examens, et donc vous mettez en œuvre tout pour qu'ils aient leurs examens, et vous pensez que vous êtes compétent parce que vous avez d'ailleurs 100% de réussite aux examens. Mais il y en a d'autres qui vont plutôt penser que la finalité, c'est pas l'examen, la finalité, c'est l'intérêt au savoir, le plaisir d'apprendre, et qui vont au contraire dire qu'ils vont développer davantage de plaisir dans la lecture, le raisonnement, etc., et que même s'ils ont moins de réussite que vous à l'examen, ils s'estiment plus compétents par rapport à la finalité qu'ils se donnent. Donc, questionner la finalité d'une activité ne peut s'envisager, en fait, que dans un contexte déterminé. C'est-à-dire que, quand je vous donne les deux exemples, ça veut dire que la compétence, elle est avant tout située, elle dépend
véritablement de la situation dans laquelle on se trouve pour juger de la compétence. Vous voyez, à chaque fois, on diminue un tout petit peu plus la question, c'est-à-dire que ce sont les buts de l'activité que je me donne qui vont déterminer en partie les jugements de compétences qui se portent sur moi. Et c'est d'ailleurs en ce sens que c'est intéressant parce que ça permet aussi de ne pas scléroser les choses, mais de voir que quand les contextes évoluent, eh bien, les attentes de compétences évoluent également. Donc, ce que l'on peut repérer, c'est que la compétence est un composite, finalement, et qui se compose de, finalement, 3 grands éléments. Premier élément extrêmement important, la situation de travail, c'est-à-dire la situation en tant que telle est très importante. Deuxième élément extrêmement important, le cadre d'exercice, c'est-à-dire le lieu, le milieu, l'époque d'exercice. Troisième élément, la personne qui se mobilise dans ce contexte. Alors, c'est très important de penser que la compétence, elle fait converger situation, cadre d'exercice et contexte, et professionnel. C'est très important de le mettre en avant, et d'ailleurs le schéma que je vous mets, que je vous ai fait parvenir, montre que la compétence n'est effectivement envisageable que dans un contexte collectif de travail. Alors ça, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que contrairement à l'idée qui considère que la compétence, elle est uniquement individuelle, eh bien, je vais plutôt défendre le point de vue que la compétence, elle est individuelle et collective, et que c'est parce qu'on est dans un certain cadre d'exercice qu'on va traiter d'une certaine manière les situations de travail auxquelles on est confronté. Alors, pour vous donner un exemple, la manière, prenons une situation de travail, noter des copies, et bien, la manière de noter les copies en général, être compétent en général pour noter les copies, ben, ça n'existe pas. Par contre, dans un contexte particulier d'établissement avec une classe, avec un certain type d'élèves, etc., à ce moment-là, on peut voir très concrètement ce que l'on mobilise pour être compétent dans la notation des copies. Ce que l'on peut repérer, c'est le deuxième élément de mon schéma, ce que l'on peut repérer, c'est que la compétence va mobiliser beaucoup d'éléments importants chez un professionnel. Ça va mobiliser à la fois des savoirs disciplinaires, ça va mobiliser des savoir-faire, qu'on va plutôt appeler indigènes, liés à une histoire, un contexte. Ça va mobiliser une culture professionnelle. Donc ça va mobiliser un ensemble de choses extrêmement importantes, mais cette mobilisation, on ne la voit pas. C'est-à-dire que vous ne voyez pas à l'intérieur de la tête d'un professionnel tout ce qu'il mobilise pour arriver à faire ce qu'on lui demande de faire. Et donc, ce que l'on peut dire, ce que l'on voit, c'est le résultat de l'action. Autrement dit, c'est le résultat de sa compétence. On voit que la performance. Alors déjà, premier élément, quand on dit qu'on va évaluer, évaluer les compétences, en fait, on n'évalue absolument pas les compétences, on évalue les performances. Alors c'est un petit détail de vocabulaire, mais qui a son importance quand on s'occupe de sciences sociales et de travail. Parce que la compétence, elle ne se voit pas, elle s'infère. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des éléments que vous mobilisez pour être performant qui fait que c'est là la compétence. Mais si je vous dis ça, c'est parce que ça veut dire que ne pas faire quelque chose, c'est aussi être compétent. Se retenir de faire, parce qu'on peut penser que ça peut blesser, etc., c'est aussi une compétence. Or, quand on évalue la compétence que dans la performance, il y a des tas d'éléments de l'activité faite par un professionnel qui ne sont pas du tout évalués et qui sont pourtant extrêmement importants dans la qualité du travail qui est fait. Donc, ce qui me paraît important de repérer, c'est que, premièrement, la compétence n'est pas toujours visible, mais elle n'est pas toujours conscientisée par ceux qui la mettent en œuvre. Et ça, c'est très important parce qu'une partie de la formation, une partie de l'enjeu de la formation, c'est faire conscientiser sa compétence. Mais donc, la compétence, non seulement elle n'est pas visible, y compris pour les personnes qui la mettent en œuvre, parce qu'on va dire que ça relève d'une compétence qu'on va appeler incorporée. Demandez à un pianiste comment il joue bien, comment est-ce qu'il fait pour bien jouer, etc. Il va vous dire, je ne sais pas, c'est comme ça, je le sens. Voilà. Mais écoutez un enseignant, tuteur, qui explique à un enseignant débutant comment tenir une classe, il va lui dire, tu le sens, tu verras, tu le sens. Et justement, on ne le sent pas quand on est débutant. On ne sent rien du tout. C'est l'enseignant chevronné qui va dire à l'enseignant débutant, tu vas le sentir tout de suite. En fait, il ne va rien sentir. Le débutant, il ne va rien sentir, parce que si l'enseignant chevronné peut dire ça, c'est qu'il a incorporé
complètement une compétence qui sait prendre un certain nombre d'indices dans sa classe, l'agitation des élèves, leur manière de se mettre en rang, leur manière de s'agiter, de se regarder, de rire, qui fait qu'il se dit que là, il va falloir faire ceci, etc. Mais donc, la compétence qu'il mobilise à ce moment-là, il n'en a pas forcément conscience, et elle n'est pas forcément visible. Ce que l'on voit, c'est le résultat, c'est un enseignant qui arrive à tenir sa classe, voilà. Donc ça, c'est un premier point extrêmement important. Le deuxième point extrêmement important, c'est que la compétence contribue manifestement à la performance, mais elle s'en différencie. Elle n'est pas simplement réductible à la performance, parce qu'il y a plein d'aspects de la compétence qui ne sont pas mis en œuvre, qui ne se voient pas dans la performance et qui sont pourtant mis en œuvre. Donc, ce qui n'est pas fait et donc pas visible peut aussi relever de la compétence. Et le troisième élément, c'est que pour être comprise, pour être analysée, pour être perçue, la compétence suppose de partir d'une situation de travail. Finalement, on n'est jamais compétent pour tout, on n'est pas compétent. Quelqu'un va me dire, moi je suis compétent, ben, je ne sais pas ce que ça veut dire. On est compétent pour quelque chose, dans un contexte donné. C'est ce qui fait d'ailleurs que quand on est dans les RH, on sait parfaitement que dans certaines situations, il y a des personnes qui ne sont pas compétentes parce que leur contexte fait que ça ne marche pas, mais que dans d'autres, alors qu'elles font la même activité, elles vont être compétentes. C'est-à-dire qu'il y a des contextes, des mobilisations, des relations qui font qu'il y a des climats qui portent plus à la compétence, des organisations qui portent plus à la compétence que d'autres. Parmi les organisations qui portent plus à la compétence, évidemment, il y a celles où on prend le temps d'échanger sur ce qui se passe sur les situations. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps d'y revenir, mais dans les établissements scolaires où il y a des moments où on échange ensemble sur qu'est-ce qui se passe avec les élèves, ou qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est difficile, etc., et qu'ils le font régulièrement en parlant de situations très concrètes de travail qu'ils rencontrent, sans avoir peur de dire que c'est difficile, sans avoir peur de dire qu'ils n'y arrivent pas, même s'ils sont chevronnés, sans avoir de crainte d'être jugés, eh bien, on s'aperçoit que dans ces établissements-là, la compétence se développe davantage que dans les établissements où tout roule, rien à voir, tout va très bien, et on ne dit rien. On sait que quand on ne dit rien, la compétence, généralement, n'est pas forcément au rendez-vous. Donc, ce que l'on repère bien, c'est que pour comprendre la compétence, il faut quand même regarder les situations de travail. Alors, j'en viens à la deuxième partie, sur les situations de travail et leurs usages, alors pour moi en formation, mais pour vous en enseignement. Pourquoi c'est important de s'intéresser aux situations? Eh bien, tout d'abord, parce que la situation, vous le voyez bien, c'est à partir de la situation qu'on peut comprendre ce qui se passe globalement dans un établissement ou à partir dans une situation plus globale. Quand vous analysez, par exemple, une situation très précise, je ne sais pas, un chahut dans une classe, si vous l'analysez complètement, vous allez comprendre que ce qui se passe à un moment donné, ça déborde largement la classe. Ça concerne un établissement, ça concerne éventuellement un contexte un peu plus large, et que de simplement le référer à la classe, c'est ne pas analyser la situation véritablement. Donc, la situation, c'est d'abord, on va dire, un cadre et un contexte qui participent à l'analyse plus globale. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on croit, une situation qui est réduite, limitée, circonscrite, elle a cette espèce de potentiel d'analyseur, une sorte de potentialité qui est qu'elle permet de comprendre beaucoup plus largement que la situation. Donc ça, c'est un point qui est très important. C'est ce qui fait qu'on croit toujours qu'il faut d'abord aller sur le général pour aller au particulier, parce que dans le particulier, on retrouvera le général. Quand on parle de compétences, je pense que c'est complètement la démarche inverse. On va d'abord au particulier pour monter en généralité à partir du particulier. Et ça, c'est un point qui est central dans la manière de développer la compétence. En même temps, une situation, et notamment en formation, ce qui nous intéresse, ce sont les situations qu'on va appeler un potentiel d'apprentissage. Autrement dit, c'est une situation qui pose problème, mais systématiquement, chaque fois qu'on la rencontre, elle pose problème. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune évidence. Justement parce que le contexte est un petit peu différent, parce que là, il y a un cadre un peu particulier qui fait qu'on ne peut pas agir de manière automatique. Et donc, la situation qui a un potentiel d'apprentissage, c'est une situation qui pose problème, mais qui pose problème aux débutants comme à l'expérimenté. C'est ça qui est intéressant, parce que l'expérimenté va avoir des manières plus développées, il va trouver des systèmes d'action plus routinisés pour résoudre la situation, n'empêche que
elle le questionnera. Alors là-dessus, ce qu'on peut mettre en avant, en tout cas moi quand j'avais travaillé dans les établissements scolaires, j'avais été frappée de voir, parce que moi-même je ne m'en rappelais plus, mais que pour un enseignant, quelle que soit son ancienneté, etc., noter une copie, c'est toujours quelque chose un peu compliqué. Alors ça peut se faire très vite, mais ça questionne. Et de temps en temps, on voit bien qu'il y a une difficulté. Donc là, c'est ce type de situation qui a un potentiel d'apprentissage qui justement va être intéressant parce que ça va nous permettre de décrire et de problématiser la situation. Et puis, une situation, c'est toujours un résultat à atteindre référé à un enjeu. Il faut bien noter la copie, référer à un enjeu par rapport à une progression d'élèves, etc. Et donc, il y a toujours un résultat attendu et un résultat obtenu. Et l'important, c'est de référer l'un à l'autre, c'est-à-dire entre l'attendu et l'obtenu, comment ça s'est passé, comment est-ce que j'ai réfléchi, comment est-ce que j'ai obtenu ça. Et puis, une situation, c'est un ensemble des initiatives à prendre en fonction du résultat et du problème à affronter. Et ça, c'est très intéressant parce que, évidemment, comme c'est pas évident, comme il n'y a pas de règle qui va déterminer tout de suite la manière de faire, eh ben, on va faire des choix. On va faire des choix. On va décider que, quand vous notez les élèves, vous faites des choix. Vous décidez que comme c'est un élève que vous connaissez bien, ou comme c'est un élève qui fait des progrès, ou comme c'est un élève qui a des caractéristiques X, vous faites le choix de plutôt être sévère, plutôt être rigoureux, plutôt décider de ne pas tenir compte d'un certain nombre d'éléments. Vous faites des choix. Et ces choix, ça définit même l'activité de travail, mais ces choix, ils sont intéressants en ce sens qu'ils se fondent sur des raisonnements. Et que sont ces raisonnements-là qui sont essentiels pour apprendre la compétence. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant, c'est quoi les raisonnements que l'on tient dans les situations que l'on rencontre et que l'on résout. La question n'est pas de savoir si vous la résolvez bien ou mal, ce n'est pas l'objet de la situation. La situation, c'est le raisonnement que vous tenez pour résoudre la question. Or, c'est ça qui est à apprendre pour être compétent. Ce qui est important pour être compétent, c'est de maîtriser un certain nombre de raisonnements, ou en tous les cas de savoir les construire, les conduire, les argumenter. Et puis évidemment, une situation, et c'est dans ce sens que moi je vais revendiquer le fait que la compétence elle est aussi collective en même temps qu'elle est individuelle. Une situation, c'est toutes les interactions que vous avez en vous avec les autres et hors de vous avec les autres. En vous, c'est-à-dire tout ce que vous pensez en vous-même, tout ce que vous vous dites, si je fais ça, qu'est-ce que va dire mon collègue, mais si ma mère me voyait faire ça, oh là là, etc. Donc en vous, vous avez un certain nombre d'autrui avec lesquels vous dialoguez. Même quand vous êtes tout seul à votre bureau, vous n'êtes jamais complètement seul à votre bureau, vous dialoguez avec les autres, et hors de vous, bien évidemment, dans l'établissement, avec les élèves, avec vos collègues, etc. Et donc, c'est une situation, c'est décrire ces espèces d'interactions, c'est prendre en compte l'ensemble de ces interactions, et c'est du coup, ces interactions, elles agissent sur la manière dont vous faites des choix. Ah ben oui, mais si je fais ça, mon collègue ne va pas être d'accord, donc je vais plutôt prendre cette manière-là, ou tant pis pour mon collègue, moi je vais plutôt... Enfin voilà, vous faites des choix. Et donc, une situation, c'est aussi un dispositif d'évaluation, c'est-à-dire que ça permet à des pairs de vous dire comment dans la situation, lui, il aurait procédé. Hein, il trouve que vraiment ce que vous faites, c'est habile, ou lui, je pense qu'il aurait fait autrement, etc. Ça donne l'objet d'un débat professionnel sur le registre professionnel. Et puis évidemment, c'est aussi, ce que l'on disait tout à l'heure, le point de vue de la hiérarchie, le point de vue du résultat économique, le point de vue de ce qu'on pourrait appeler l'évaluation de performance qui est attendue. Et qui pose un certain nombre d'instrumentalisation de comment est-ce qu'on évalue, comment est-ce qu'on attend, etc. Donc, l'intérêt de partir de la situation, c'est véritablement l'intérêt de partir d'un cas concret, précis, situé, à partir duquel on raisonne, et à partir duquel on peut élargir le raisonnement plus large, hein, plus développé sur d'autres situations, on va dire sur d'autres classes de situations. Alors évidemment, la situation, quand on la prend, quand on la traite, évidemment, elle nous amène à faire ce qu'on appelle de l'analyse du travail, c'est-à-dire qu'on va essayer de repérer dans la situation à la fois tout ce que l'on mobilise pour agir. Alors, ce que l'on mobilise pour agir, il y a bien sûr les savoirs, ceux que vous enseignez qui ont toute leur place, il y a bien sûr des procédures spécifiques qui ont aussi toute leur place, mais il y a aussi une culture. Hein. Dans certains établissements, il y a une certaine culture, dans d'autres, il y a d'autres cultures. Et ben, il y a la culture locale sur laquelle on s'adapte. Il y a le point de vue des autres.
il y a mes collègues, il y a un certain nombre de positions personnelles que je peux avoir, qui sont liées à mon identité de femme, ou voilà, que j'ai et que je veux développer. Et donc, cette espèce de ce qu'on va appeler une activité déontique, l'activité qui consiste à faire des choix entre plusieurs possibles, c'est l'analyse du travail, qui consiste à comprendre la manière dont on construit des raisonnements pour l'action. Et évidemment, développer des compétences, transmettre des compétences, c'est en fait travailler les raisonnements qui permettent d'agir. Alors là-dessus, je vais revenir sur un point qui me paraît extrêmement important, parce que si le mot compétence est un mot un peu valise, qu'on emploie à toutes les sauces, on emploie aussi une expression tout aussi valise qui est le transfert de compétences. Il faut transférer les compétences, etc. En fait, avec l'analyse que je fais, évidemment, la compétence ne se transfère pas. Ça n'existe pas, le transfert de compétences. C'est une métaphore, mais il ne faut pas se laisser prendre par la métaphore. Ce qui se joue quand on parle de transfert de compétences, c'est la capacité à raisonner et à adapter un raisonnement d'une situation à une autre. Et donc, tout l'enjeu de la formation, c'est la construction des raisonnements et l'adaptation des raisonnements à des contextes. C'est ça qui est l'enjeu de la formation. Et si vous ne faites pas ça, vous risquez peut-être de conformer. C'est-à-dire, t'occupes pas, t'appuies là, et ça marche. Mais ça, c'est pas formé, c'est conformé. Et donc, ce qui est important, c'est de raisonner et de prendre en compte un certain nombre d'éléments importants qui permettent d'ajuster les raisonnements en fonction des situations. Donc, le fameux transfert de compétences n'est rien d'autre que l'ajustement des raisonnements en situation. Mais pour ajuster les raisonnements, il faut savoir raisonner. Et donc, pour raisonner, il faut s'appuyer sur des situations concrètes, précises, en n'ayant pas peur de les circonscrire très précisément. Parce que plus on circonscrit précisément une situation, plus on peut aller en généralité après. Mais ce n'est pas vrai qu'une situation trop large permet d'aboutir à des points de vue larges. Une situation trop large perd. On ne sait pas, ça va dépendre, ça dépend. Bah oui, mais ça dépend de quoi, comment, etc. Alors qu'une situation très précise permet au contraire de structurer précisément les éléments à prendre en compte dans les raisonnements. Et du coup, d'ajuster ces éléments à d'autres contextes de travail que la seule situation initiale. Alors on va parler de classe de situation. Mais si je vais vous donner un exemple, parce que cet exemple-là, il a beaucoup étonné les personnes avec qui j'ai fait de la formation. Il se trouve que moi, je travaille beaucoup dans les métiers de la petite enfance, qui sont des métiers dont on croit qu'il suffit d'avoir eu des enfants pour s'occuper des enfants des autres. Ce n'est pas complètement le cas, qui n'aiment pas du tout. Et donc, du coup, la tentation forte des collègues qui formaient, c'était de dire, on va former les auxiliaires de puériculture, la psychologie de l'enfant, etc. Bon, alors, autant de savoirs qui sont tout à fait importants, mais qui ne permettent pas toujours de rendre les professionnels compétents. C'est-à-dire que vous avez des professionnels qui connaissent tout sur la psychologie de l'enfant, ce qu'elles ont appris sur la psychologie, ou ce qu'elles ont appris des synthèses de la psychologie, parce que souvent, ce n'est pas tellement la psychologie qu'on leur apprend, mais des synthèses, et puis qui se trouvent bien enquiquinées quand elles sont face à un petit enfant dans une crèche qui en mord un autre. Et donc, et les enfants se mordent, alors on peut dire, ils se mordent parce que c'est un âge où ils se mordent, oui, d'accord, mais concrètement. Et donc, partir de cette situation-là, la morsure d'un enfant à un autre, pour travailler très concrètement dans cette crèche-là, comment est-ce qu'on s'en dépatouille? Est-ce qu'on punit? Est-ce qu'on punit pas? Qu'est-ce qu'on dit aux parents? Etc. Et puis petit à petit, quand on va raisonner, alors on va intégrer des éléments de savoir, oui, mais cet enfant-là, il a 15 mois, c'est un âge qui, etc. On va intégrer d'autres raisonnements, oui, mais c'est un petit qui est dans un groupe, et le groupe il est compliqué, etc. On va intégrer plusieurs raisonnements pour voir comment il faudrait agir avec l'enfant qui mord. Mais on va aller plus loin. On va aussi intégrer la question de l'autorité. C'est quoi l'autorité avec des enfants? Qu'est-ce que c'est qu'une professionnelle qui doit avoir de l'autorité ou pas, avec un petit groupe d'enfants de 14-15 mois qui n'obéissent pas aux consignes, qui ne comprennent pas tout, etc. Et donc, on va développer plus largement quelque chose d'un principe éducatif, de la question de la règle, de la consigne, de l'autorité, du rapport aux parents, et on va être amené à les rendre compétentes sur les raisonnements qu'elles vont tenir là-dessus. C'est-à-dire qu'elles vont tenir qu'avec tel type de parents, dans telle situation, il faut plutôt être vigilant à cet aspect-là, mais elles vont développer, on va dire, une plasticité des raisonnements qui va s'établir à partir d'une situation très concrète qui est Paul qui mord Jacques.
Et alors on va pouvoir dire, oui, mais enfin, Paul c'est particulier et Jacques c'est particulier, mais non. Non, Paul c'est particulier, mais justement, cette particularité-là, on va s'en servir pour raisonner. Et donc c'est la particularité qui va être l'appui au raisonnement. Et on va faire bouger les particularités, on va les changer, les développer, etc. Et du coup, on va raisonner beaucoup plus large et on va développer la compétence des professionnels. Donc, ce qui me paraît extrêmement important, c'est de repérer que la situation concrète située est celle qui permet le mieux de faire acquérir les compétences professionnelles, les compétences globales attendues dans une activité de travail quelle qu'elle soit. Du coup, ça m'amène en dernière partie un point sur la question des référentiels, c'est-à-dire qu'effectivement, écrire un référentiel, ça peut être général, mais pour que le référentiel fasse sens, il faut qu'il reparte aux situations de travail. C'est-à-dire que c'est la situation dans les référentiels qui va permettre de développer et d'évaluer la qualité du travail. Donc, ce qui est important dans un référentiel, c'est pas qu'il soit vrai ou faux, c'est pas l'objet, c'est de se dire que le référentiel tel qu'il a été écrit, ça relève d'attendus, de prescriptions globales, etc., générales, et que ce qui est important du coup pour tous les professionnels, c'est de redécliner les attendus dans les situations réelles de travail pour raisonner à partir de ces situations réelles de travail et donc évaluer d'une certaine manière les buts que l'on se donne dans sa propre activité de travail. Donc ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que par rapport au référentiel, et pour aller très vite par rapport à ça, c'est que beaucoup se sont offusqués sur les référentiels qui étaient mal écrits, pas écrits, etc. D'un point de vue très pragmatique, moi j'aurais tendance à penser qu'il vaut mieux un mauvais référentiel que pas de référentiel. Donc là-dessus, c'est pas bien grave si le référentiel n'est pas excellent. Mais par contre, il faut que les référentiels soient repris à la main de l'enseignant ou de l'établissement pour travailler sur les situations de travail qui relèvent de ce référentiel. Et c'est à partir de ces situations de travail qui sont inscrites dans un référentiel plus ou moins bien, parce que le référentiel, il veut justement avoir ce qu'on va appeler une grande malle, il veut couvrir tout. Ben, quand on couvre tout, on ne couvre rien. Mais par contre, c'est intéressant d'avoir une sorte de grande couverture, mais par contre, de voir localement ou professionnellement comment les situations de travail renvoient ou pas. Après, mais qu'on s'inspire du référentiel pour trouver les situations de travail et donc évaluer l'activité professionnelle en tant que telle. Donc, pour conclure très très rapidement, je dirais que la compétence, elle est essentielle et centrale si elle nous permet de faire réfléchir au raisonnement qui structure nos actions. Ça, c'est un premier point, c'est-à-dire que si la compétence est le point d'appui, l'ancrage pour faire venir au raisonnement, eh ben, heureusement qu'on a la compétence. Le deuxième élément sur lequel je vais insister, c'est que la compétence, c'est si on raisonne, à ce moment-là, ce qui est bien, c'est qu'elle permet des activités collectives d'échange sur l'activité de travail que l'on met en œuvre. C'est-à-dire que la compétence, elle oblige à partager avec les autres quelque chose d'une conception partagée du travail. Et ce qui est important, c'est qu'elle permet la coopération entre l'équipe éducative, entre les professionnels d'un milieu de travail et d'un autre milieu de travail. Mais qu'en revanche, ce qui me paraît important, c'est de ne jamais séparer les dimensions techniques des dimensions relationnelles ou environnementales de la compétence. C'est-à-dire que la compétence est une combinaison qu'il faut garder comme une combinaison et qu'il faut surtout se garder d'éclater la compétence en savoir, savoir-faire et que sais-je, mais au contraire, garder la compétence en entière pour raisonner en ayant bien en tête les buts de l'activité de travail.